Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Incarnant pour le monde entier la résistance en Amérique latine face à l'hégémon nord-américain, Cuba, malgré une situation économique précaire, a réussi à conserver sa souveraineté vis-à-vis de son envahissant voisin. Quelles sont les perspectives de la plus grande île des Caraïbes en matière de développement et dans le nouveau rapport de force international? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 18 octobre 2024, la panne de la centrale thermique Antonio Guiterres a plongé Cuba dans le noir, aggravant la situation énergétique déjà précaire de l'île. Les causes de cette défaillance particulière, comme celle du marasme économique général, sont les mêmes. La difficulté à sortir du modèle socialiste des années castristes et l'embargo imposé par Washington depuis 1962. Paradoxalement, l'ingérence nord-américaine dans les affaires intérieures de Cuba a forgé le caractère farouche de la population cubaine, fière de sa révolution et de la manière dont elle a inspiré les luttes émancipatrices pendant la guerre froide, non seulement en Amérique du Sud, mais également en Afrique. Aujourd'hui, Cuba se concentre sur son propre développement avec des atouts légués par le socialisme finissant dans l'éducation et la santé. D'autres domaines économiques sont en expansion, à commencer par le tourisme. Sur la scène internationale, Cuba maintient sa ligne originale en s'appuyant à la fois sur quelques partenaires régionaux et sur le traditionnel allié russe. Depuis janvier 2021, Cuba est de nouveau désigné par Washington comme un État soutenant le terrorisme. Cette décision, qui a été maintenue sous l'administration Biden, fut l'une des dernières prises par Donald Trump à la fin de son mandat. Il s'agissait notamment de satisfaire l'électorat de Floride, où la diaspora cubaine est très influente. Le président américain, fraîchement élu, avait annoncé ses intentions lors d'un meeting à Miami en juin 2017. La communauté cubano-américaine est une formidable communauté. Ce que vous avez construit ici, une culture dynamique, un environnement prospère, cet esprit d'aventure, est un témoignage de ce que pourrait être un Cuba libre. Et avec l'aide de Dieu, un Cuba libre est ce à quoi nous parviendrons bientôt. L'hostilité entre Washington et la Havane date de la révolution cubaine en 1959, menée triomphalement par Fidel Castro. À l'origine, l'administration du président Dwight Eisenhower n'était pas fondamentalement hostile à ce nouvel arrivant, charismatique, perçu comme un nationaliste préoccupé par les questions sociales et la pauvreté de la population cubaine dans les campagnes. Mais inspiré par Che Guevara, la politique économique des révolutionnaires s'oriente rapidement vers le socialisme. En août 1960, les propriétaires américains qui contrôlaient les 2/3 de l'agriculture sucrière sont expropriés. Les actifs entre les mains des Américains, la compagnie cubaine d'électricité et son Standard et Texaco sont nationalisés. Fidel Castro justifie cette décision devant l'Assemblée générale de l'ONU le 26 septembre suivant. Les meilleures terres de Cuba et les industries les plus importantes dans tous les domaines appartenaient à des entreprises nord-américaines. C'était la situation à laquelle nous étions confrontés. Et cette situation ne devrait pas être étrange pour beaucoup d'autres pays représentés à cette Assemblée. Car après tout, ce que nous avons dit à propos de Cuba n'est rien de plus que la radiographie d'un diagnostic général applicable à la plupart des pays représentés ici. Pour Washington, ce virage marxiste est inacceptable. Et la décision est prise d'organiser un coup d'État avec 1500 soldats recrutés au sein de la diaspora cubaine anticommuniste et formés par la CIA au sein de la brigade 2506. L'opération de débarquement de la baie des Cochons, qui est organisée au nord de Cuba en avril 1961, est un fiasco complet. En 3 jours, 800 hommes sont faits prisonniers et le reste du contingent est détruit. 60 ans après, le Figaro se souvient.
17 avril 1961, débarquement raté dans la baie des Cochons à Cuba. L'aventure du 17 avril est terminée et, à Washington comme au centre du Conseil révolutionnaire cubain, l'on est penché maintenant, atterré, sur ce qui s'est passé ce jour-là, non pas tellement dans les marais de la péninsule de Zapata et sur les plages de débarquement de l'Oriente ou de Pinar del Rio, mais dans certaines arrière-boutiques de Miami et de Mexico. Dans les arrière-boutiques où s'est tramée la campagne publicitaire qui a fait de l'échec d'une opération militaire limitée une immense débâcle morale. La CIA a en effet sous-estimé le patriotisme du peuple cubain et la popularité de Fidel Castro qui annonce fièrement que c'est à Cuba qu'a eu lieu la première victoire contre l'impérialisme américain. Cela va accentuer l'intégration de l'île dans le bloc communiste international et provoquer le rapprochement militaro-économique avec l'URSS qui aboutit en octobre 1962 à la fameuse crise des missiles de Cuba. En riposte au déploiement de missiles nucléaires soviétiques sur l'île, à 150 km des côtes américaines, le président John Kennedy annonce résolument des mesures radicales. Au cours de la semaine écoulée, des preuves irréfutables ont permis d'établir que plusieurs sites de lancement de missiles offensifs étaient en cours de construction sur cette île emprisonnée. Après avoir reçu les premières informations préliminaires fiables mardi dernier à 9h du matin, j'ai ordonné le renforcement de nos opérations de surveillance. Ayant confirmé et achevé notre évaluation des preuves et de notre décision concernant un plan d'action, ce gouvernement se sent obligé de vous informer en détail de cette nouvelle crise. La crise des missiles s'achève sur un compromis américano-soviétique. Moscou retire ses SS-4 et SS-5 de Cuba et Washington retire ses Jupiter de Turquie. Pour autant, l'embargo américain contre l'île est maintenu et les tentatives d'assassinat à l'encontre du leader Máximo, Fidel Castro, vont se multiplier sans succès. Après la fin de la guerre froide, l'idée d'une normalisation fait son chemin. Symboliquement, le 15 mai 2002, l'ancien président américain Jimmy Carter se rend à Cuba où il fait un discours devant Fidel Castro en espagnol. No he venido acá a interferir en los asuntos internos de Cuba. Je ne suis pas venu ici pour m'ingérer dans les affaires intérieures de Cuba, mais pour tendre une main amie au peuple cubain et offrir une vision de l'avenir à nos deux pays et pour les Amériques. Cette vision inclut Cuba, pleinement intégré dans l'hémisphère démocratique, faisant partie de la zone de libre-échange des Amériques, dont les citoyens voyagent sans restriction pour se rendre visite. Mais c'est finalement un autre président démocrate, Barack Obama, qui s'efforcera de normaliser les relations entre Washington et La Havane. En décembre 2014, le président américain, qui souhaite, je cite, « enterrer les derniers vestiges de la guerre froide dans les Amériques », annonce le rapprochement à venir avec Raúl Castro, qui a succédé à son frère en 2007. Le 21 mars 2016, les deux hommes tiennent à Cuba une conférence de presse commune où ils annoncent les mesures concrètes qui ont été prises. Nous avons un demi-siècle de travail à rattraper. Le renforcement de nos relations avec Cuba repose sur un objectif fondamental, promouvoir les intérêts communs de nos deux pays et en particulier améliorer la qualité de vie de nos peuples, aussi bien des Cubains que des Américains. C'est pourquoi je suis ici. Le gouvernement révolutionnaire est disposé à avancer vers une normalisation des relations. Les relations diplomatiques reprennent et les liaisons aériennes sont facilitées. Cuba est retiré de la liste des États soutenant le terrorisme et est autorisé à faire des affaires avec les banques américaines. Ces efforts réels de normalisation de la relation entre Washington et La Havane ont été réduits à néant par l'arrivée de Donald Trump, dont les sanctions ont coûté 20 milliards de dollars à Cuba, selon Johanna Tabalada, directrice générale adjointe pour les États-Unis du ministère cubain des Affaires étrangères. Les sanctions économiques sous Trump ont coûté 20 milliards de dollars à Cuba. Selon Madame Tabalada, 240 mesures ont été prises. Parmi elles, l'interdiction des escales à Cuba pour les croisières américaines
une liste noire pour une série d'entreprises et de dirigeants cubains, l'instauration de poursuites contre des entreprises étrangères présentes sur l'île, des entraves pour l'envoi d'argent par les Cubains vivant à l'étranger. À partir de 1960, l'Union soviétique soutient économiquement le régime cubain en achetant 80% de son sucre et en lui livrant du pétrole bon marché. Face aux États-Unis, Cuba a donc pu compter sur l'URSS jusqu'en 1991. La chute du bloc communiste et l'effondrement politico-économique de la Russie qui s'ensuivit laissa Cuba pour plus d'une décennie sans son fidèle allié. Mais le retour en force de la Russie, sous Vladimir Poutine, a permis de relancer chaleureusement la relation bilatérale. Le 9 mai 2024, Miguel Díaz-Canel Bermudez, le nouveau président cubain depuis 2019, est invité au 79e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie. Nous nous souvenons de la contribution à la lutte contre le nazisme des alliés de la coalition anti-Hitler et des participants du programme Pré-Bail, dont Cuba faisait d'ailleurs partie. Nous sommes heureux de voir le président de ce pays, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en ce jour solennel pour nous tous. C'est sans doute une date extrêmement importante, non seulement pour le peuple russe, mais aussi pour toute l'humanité. Notre présence ici signifie également notre engagement envers l'idéal défendu par la Russie et par l'Union soviétique à l'époque, ce qui revêt une grande importance à l'heure où l'on tente de déconceptualiser l'histoire, d'effacer la mémoire historique des peuples, pour avancer dans cette politique hégémonique et impériale. Elle se fonde également sur la colonisation culturelle qui est menée par le gouvernement des États-Unis. Simultanément, la diplomatie cubaine poursuit son travail de rapprochement avec la nouvelle structure des BRICS. Le 9 juin 2024, le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, se rend dans la ville de Nijni Novgorod. Il y tient une conférence de presse avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, le 12 juin. La Russie réaffirme sa volonté de continuer à soutenir fermement les demandes légitimes de la Havane, comme je l'ai déjà dit, pour une levée immédiate du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par Washington. Nous nous prononçons également en faveur du retrait de Cuba de la liste américaine des États soutenant le terrorisme. Cuba réitère sa condamnation de la position de plus en plus agressive du gouvernement des États-Unis et de l'OTAN, notamment les sanctions unilatérales contre la Fédération de Russie. Nous exprimons notre ferme appui à la Russie face à la politisation et à la politique d'isolement menée par l'Occident, notamment ses actions pernicieuses au sein des organisations internationales. Au même moment, 4 navires de guerre russes arrivaient au port de La Havane, dont la frégate Amiral Gorchkov et le sous-marin nucléaire Kazagne, mettant symboliquement une nouvelle fois la Floride à portée des missiles russes. Des centaines de Cubains ont fait la queue pendant des heures pour visiter le vaisseau de guerre russe amarré dans le port. Nous attendons toujours avec intérêt les visites de toutes les forces navales, en particulier celles de la Russie, en raison de leurs caractéristiques. Cela nous offre l'opportunité d'améliorer nos technologies, car elles viennent toujours avec du bon matériel moderne. Ce navire est surtout très moderne. Les enjeux de cette coopération retrouvée sont donc à la fois militaires et économiques. L'économie socialiste mise en place par les révolutionnaires castristes a obtenu d'excellents résultats dans 2 domaines internationalement reconnus, la médecine et l'éducation. Dans le domaine de la médecine, les brigades de médecins cubains sont prisées dans le monde entier, comme le constate France Culture en septembre 2023. Des médecins cubains au secours des Italiens. Reste à Cuba un atout majeur, son personnel de santé. Tout particulièrement ces brigades de médecins que le régime a déjà envoyées dans plus de 160 pays victimes de catastrophes naturelles ou en proie à des épidémies. Le pays a vendu ses services au Koweït et au Qatar et a même trouvé des clients en Europe dans les déserts médicaux où l'on peine à recruter des soignants. L'envoi de médecins en mission à l'étranger est progressivement devenu la première source de revenus de l'île et rapporte à Cuba entre 6 et 8 milliards de dollars par an.
L'aggravation de la pauvreté provoquée par les sanctions américaines a entraîné dans le secteur de l'éducation une fuite des cerveaux du secteur public, poussant même de nombreux Cubains à émigrer. C'est ce que constate le Guardian en décembre 2023. Cuba, exode du personnel des secteurs de la santé et de l'éducation. Les sanctions américaines de pression maximale ont eu pour effet une réduction des salaires des employés du secteur public, entraînant une fuite des cerveaux qui touche les piliers de la révolution. Il y a 2 ans, le gouvernement a autorisé les Cubains à créer des entreprises et importer des marchandises. Le secteur privé, longtemps freiné par le Parti communiste, a depuis lors retrouvé sa dynamique et emploie aujourd'hui plus d'un tiers de la main-d'œuvre de l'île, selon les économistes. Les petites et moyennes entreprises, qui paient beaucoup plus que l'État et peuvent employer jusqu'à 100 personnes, absorbent la plupart des meilleurs et des plus brillants candidats. Le gouvernement cubain souhaite donc développer des sources de revenus pérennes, parmi lesquelles le tourisme tient à la première place. La crise du Covid-19, ajoutée aux sanctions, a entraîné des conséquences désastreuses pour ce secteur. Le secteur touristique cubain peut-il s'adapter et survivre après les ravages du Covid ? Cette semaine, les dirigeants cubains se sont rendus sur la spectaculaire plage de Varadero pour essayer de relancer un secteur touristique sinistré après la pandémie, dont les conséquences n'étaient que trop visibles avec des rangées de chaises longues vides sur le sable fin. L'année dernière, en l'absence de ses principaux clients canadiens, Cuba s'est appuyé sur les Russes, qui représentaient 40% des touristes en 2021. Puis la guerre en Ukraine a éclaté. Les vols se sont arrêtés presque du jour au lendemain, 8000 vacanciers russes et plusieurs centaines d'Ukrainiens s'efforçant désespérément de rentrer chez eux. La perspective d'intégrer les pays des BRICS et de pouvoir bénéficier du soutien des institutions qui sont en train de se mettre en place est un objectif majeur de la politique étrangère cubaine. La demande a officiellement été faite le 8 octobre 2024 par le directeur général des affaires bilatérales du ministère cubain des Affaires étrangères, Carlos Pereira, dans un communiqué publié sur X. Cuba a officiellement demandé à rejoindre les BRICS en tant que pays partenaire dans une lettre au président russe Vladimir Poutine, actuellement à la présidence de ce groupe, qui renforce sa position d'acteur clé de la géopolitique mondiale et d'espoir pour les pays du Sud. Rejoindre les BRICS est donc un objectif diplomatique et économique majeur pour la Havane. L'île peut également compter sur le soutien de ses partenaires régionaux, que sont le Brésil et le Venezuela, qui ont dû, en leur temps, compenser le retrait de l'aide soviétique. Et pour en parler, je reçois Romain Migus, journaliste, fondateur du site d'information sur l'Amérique latine, lesderives.info. Bonjour Romain Migus. Bonjour Xavier Moreau, merci pour l'invitation. Eh bien, merci de l'avoir accepté et je voudrais commencer par une question un peu historique. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage castriste à Cuba ? Alors Cuba, c'est le produit d'une époque. La révolution cubaine, en fait, participe à un mouvement, en 59, participe à un mouvement de lutte décoloniale, nationale et populaire qui ont déjà lieu en Amérique latine. Je pense particulièrement au péronisme en Argentine ou à la révolution d'octobre au Guatemala. Mais la particularité de Cuba, c'est que la révolution cubaine va se radicaliser à partir de 61 et face aux attaques incessantes des États-Unis et rejoindre le camp soviétique et adopter le modèle communisme. Alors, communiste. Alors, que reste-t-il de ce qu'on appelle le castrisme, qui n'est autre que le chemin cubain vers le socialisme? Je dirais, un fort sentiment patriotique au sein de la population. 2, une économie dirigée par l'État dans tous les secteurs stratégiques, soit directement l'État, soit en joint venture avec des entreprises étrangères. Je pense par exemple aux entreprises françaises, Pernod Ricard, Bouygues, ADP, par exemple, qui ont participé à des entreprises avec le gouvernement cubain. 3, des services publics de qualité pour la population. Alors, dans la qualité fluctue avec les crises dues au blocus, mais la santé et l'éducation ne sont pas négociables à Cuba. Elles sont gratuites et de qualité pour tous les Cubains. 4, une véritable culture de la fraternité et de la coopération. On pense aux médecins cubains qui sont de par le monde envoyés dans toutes sortes de missions. Et 5, une politique extérieure basée sur la défense d'un monde multipolaire et anti-impérialiste.
Alors, dans ce cadre-là, des relations internationales, puisque vous en parlez, où en est la relation avec les États-Unis? Il semble qu'il y ait finalement plus de différence entre les républicains et les démocrates aujourd'hui. Cuba a toujours été un affront pour les États-Unis, parce que proposer un modèle alternatif au capitalisme débridé des États-Unis à seulement 90 kilomètres des côtes, c'est évidemment inacceptable pour Washington. Et d'ailleurs, depuis 1961, Washington étrangle financièrement l'île révolutionnaire avec un blocus criminel qui finalement a cassé les genoux à ce modèle alternatif, et Cuba doit vivre avec cet handicap depuis maintenant 50 ans. Et effectivement, comme vous l'avez remarqué, il y a plus de différence en fait de politique extérieure entre les gouvernements démocrates et républicains. Les gouvernements républicains sont généralement plus agressifs, mais cette agressivité n'est pas remise en question par les démocrates lorsqu'ils reprennent le pouvoir. Et que représente, puisque nous parlons des États-Unis, la diaspora cubaine aux États-Unis? On sait qu'elle est courtisée, notamment par Donald Trump. Alors, elle a évolué. Dans les premières heures de la révolution cubaine, la diaspora est éminemment politique. C'est les collaborateurs de la dictature de Batista qui se réorganisent depuis les États-Unis et qui mènent des raids pour essayer de reconquérir le pouvoir. Et puis, avec le fil du temps, il y a une migration économique. Et cette migration économique, finalement, même si elle est critique par rapport à le gouvernement cubain, mais n'est pas omnubilée par lui, elle envoie de l'argent à leurs familles à Cuba, qui finalement permettent dans les moments de crise, de sauver la qualité de vie. Alors, dans ce changement d'angle d'attaque, finalement, dans ce changement d'une migration économique et d'une migration politique, on retrouve des clivages républicains, démocrates, les préférences républicaines et démocrates de la diaspora cubaine. Et avec les autres pays d'Amérique latine, où en est Cuba aujourd'hui? Alors, la relation est marquée, là, après 60 ans quand même de révolution cubaine, d'abord par un infini respect. Un respect qui est dû à une fine diplomatie durant des décennies et au fait que Cuba a résisté à toutes les administrations de Washington qui prétendaient le renverser, à la solidarité sans faille que Cuba a fait preuve avec presque tous les peuples d'Amérique latine. Je pense par exemple au soldat qui a tué Che Guevara et qui a fini, un soldat bolivien qui a tué Che Guevara et qui a fini par se faire soigner gratuitement à Cuba, par Cuba, de la cataracte. Vous voyez, c'est cet esprit de la solidarité cubaine qui a marqué en Amérique latine. Et puis bon, au charisme de Fidel Castro. Alors, au-delà de ce respect partagé, les relations diplomatiques vont évoluer, soit si c'est un gouvernement vassal de Washington ou un gouvernement indépendant et souverain, les relations vont être moins fortes ou plus fortes. Et alors, la relation avec la Russie, où en est-elle? La relation avec la Russie, elle a été excellente durant la période soviétique, comme vous pouvez l'imaginer, et je dirais même peut-être un peu trop, parce que Cuba était dans une dépendance économique presque totale avec le camp soviétique et particulièrement avec la Russie. Et aujourd'hui, Cuba maintient avec la Russie d'excellentes relations diplomatiques et géopolitiques, notamment en ce qui concerne le monde multipolaire. Par contre, au niveau économique, les relations restent à construire, je dirais. On parle de 300 millions d'échanges commerciaux, c'est-à-dire une relation presque marginale et qui est à l'opposé de ce qui se passait dans les années 70 et 80. C'est un défi pour les deux nations dans les futurs à venir. Et alors, mais qui a pris la place finalement de l'URSS pour vis-à-vis de Cuba comme soutien économique? Alors, Cuba est un pays indépendant et souverain, donc il y a plusieurs pays qui réussissent malgré le blocus à apporter un soutien économique ou à commercer avec l'île. Déjà, il y a des joint ventures aussi de pays occidentaux, je pense dans le domaine du tourisme ou dans le domaine des infrastructures, mais on pense évidemment au Venezuela. N'est-ce pas? Le Venezuela a apporté une aide conséquente à Cuba durant la période Chavez et jusqu'à ce que le Venezuela soit lui-même frappé du blocus criminel des États-Unis. L'aide a été réduite, elle est pas annulée. Il y a toujours une coopération solidaire, mais il y a d'autres pays qui commercent et aident Cuba. Je pense à la Turquie, je pense à l'Iran, et là récemment, la Russie va envoyer
$60 millions de diesel pour essayer de pallier la crise énergétique dont souffre actuellement l'île caribéenne. Et est-ce qu'il y a une perspective pour que Cuba fasse partie des BRICS? Est-ce que ça a été demandé? Où en sommes-nous par rapport à ça? Alors, ça a été demandé. À la réunion de Kazan, au sommet de Kazan, Cuba a été accepté comme un membre associé des BRICS. Et l'aspiration de Cuba à rentrer dans les BRICS, la première aspiration, évidemment, c'est de pouvoir alléger le blocus criminel des États-Unis, notamment avec des échanges commerciaux qui ne passent plus par le dollar. Voilà. Donc, au sein des BRICS, Cuba est comme un poisson dans l'eau, parce que ça fait quand même 60 ans que l'île défend une vision d'un monde multipolaire et anti-impérialiste. Et comment vous caractérisiez la perspective économique pour Cuba, la situation économique? Alors, Cuba traverse actuellement une mauvaise passe. Durant le Covid, Cuba a décidé de se confiner pendant 2 ans, s'abordant complètement son industrie touristique, d'un des piliers de l'économie. Et en plus de ça, ils ont décidé dans cette période d'unifier les deux monnaies, de faire une unification monétaire qui a eu pour conséquence une inflation. Donc, et une inflation dans une période de perte de productivité. Et à cela, s'est ajoutée une crise énergétique qui handicape la reprise de l'industrie touristique et du tissu industriel cubain. Donc, Cuba, en ce moment, vit une crise économique. C'est une économie de guerre, comme le disent les autorités. Alors, qui plus est, le blocus a été renforcé. On s'attend aussi à ce que, avec le Marco Rubio en tant que secrétaire d'État, le blocus continue d'être renforcé contre Cuba. Je rappelle que le Marco Rubio, d'origine cubaine, ses parents avaient collaboré à la dictature de Batista. Donc, il y a quelque chose de personnel de Marco Rubio contre Cuba. En revanche, ce n'est pas la première crise que traverse Cuba. Il y a des alliés, notamment au sein des BRICS et au sein du monde multipolaire, pour faire en sorte que cette crise puisse être résolue par les autorités. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Romain Migus. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste, fondateur du site d'information sur l'Amérique latine, lesderives.info. Pour Cuba, les sphères économiques et politiques sont étroitement liées. Si la nouvelle administration américaine ne veut pas normaliser ses relations avec l'État cubain qu'elle considère comme un paria, alors la seule solution est le développement tous azimuts de ses relations avec les pays des BRICS pour attirer à la fois les touristes et les investisseurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous